Devenir soi, c'est le vouloir, c'est ne pas se laisser abattre, c'est ne pas se résigner à de faux prétextes, c'est considérer que rien ne doit vous empêcher d'agir. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toutes choses qui nous rappellent que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Jacques Attali, économiste, chef d'entreprise, écrivain et chef d'orchestre. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bienvenue donc sur C'est le chemin qui compte. On ne vous présente plus, mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de croiser votre chemin, j'aimerais brièvement retracer votre parcours. Votre parcours, c'est celui d'un homme qui semble avoir vécu 1000 vies en une seule. Né en 1943 à Alger, vous arrivez à Paris à l'âge de 13 ans, emporté par les vagues de l'histoire. Et très vite, votre curiosité insatiable et votre amour de l'apprentissage vous poussent à intégrer les écoles les plus prestigieuses comme Polytechnique, Sciences Po ou l'ENA. Mais ce qui marque surtout, c'est que vous ne vous laissez jamais enfermer dans une case. Vous avez été conseiller spécial de François Mitterrand pendant 10 ans, au cœur des plus grandes décisions politiques, assistant à des moments clés de l'histoire, au Conseil de défense, aux sommets internationaux. Et puis, en parallèle, vous lancez des institutions comme Action contre la faim, Positive Planet et la BIRD, donc la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, montrant que l'on peut allier vision et action. Au-delà de la politique et de l'économie, vous êtes un homme de lettres, auteur de plus de 80 ouvrages, comme vous le rappeliez, traduits en 22 langues. Vos livres, qu'ils soient des essais ou des romans, traitent de sujets aussi divers que l'économie, l'avenir du monde ou la musique. Et d'ailleurs, la musique, parlons-en. Vous êtes également chef d'orchestre, une passion qui vous a accompagné tout au long de votre vie. Et vous continuez à diriger les orchestres à travers le monde, fusionnant votre passion pour les arts et votre esprit scientifique. Mais derrière ce CV impressionnant, il y a l'homme qui, de son propre aveu, a dû naviguer à travers des moments de doute. À la mort de votre papa, par exemple, vous avez vécu un bouleversement intérieur, un épisode de votre vie qui a façonné votre vision du monde et de l'avenir. Vous parlez souvent de cette quête d'équilibre entre action et réflexion, entre création et transmission, et c'est sans doute ce qui vous a toujours guidé à travers vos multiples carrières. Cher Jacques, votre histoire résonne pleinement avec le thème de ce podcast qui explore la manière dont chacun peut trouver et libérer son potentiel à travers les épreuves et les transformations. Vous incarnez en effet cette idée que le chemin importe autant que la destination. Et j'aimerais aujourd'hui explorer avec vous ce qui vous a permis de rester fidèle à vous-même et à vos aspirations tout au long de votre vie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour vous et qu'est-ce que vous ressentez en reparcourant ce chemin ? Bon, ce chemin, je le connais, il est naturellement trop flatteur et incomplet, mais oui, c'est ça. J'ai toujours pensé que le bonheur n'était pas un objectif, que ce qui comptait dans la vie, c'était être utile, et que pour ça, il fallait créer des conditions de faire en sorte que ce qu'on fait serve les générations futures. J'ai toujours pensé à cela, même avant d'avoir des enfants, ça a toujours été mon obsession, d'où ma passion de l'écriture qui a commencé très tôt. Mon premier livre, je le publie, j'ai pas 30 ans, et mon désir d'être à la fois dans l'action et dans la réflexion en permanence fait que je n'ai jamais occupé un poste qui n'a pas été créé pour moi ou par moi, jamais un poste qui aurait pu être occupé par quelqu'un d'autre. C'est un de mes principes, ne jamais faire quelque chose qui peut être fait mieux par quelqu'un d'autre. Donc j'ai toujours pensé que il fallait, chacun d'entre nous devait être à la recherche de ce qu'il a de plus spécifique. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai écrit parmi les livres que j'ai écrits, il y en a un qui s'appelle Devenir soi, où j'ai expliqué les principes de vie qu'il fallait suivre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai aussi par rapport à ce que vous avez dit que la musique occupe une place très importante dans ma vie, à la fois pour l'écouter, en jouer, la diriger, et être dans cet univers, pas seulement d'ailleurs la musique classique, mais aussi la musique contemporaine et la musique populaire. Et l'obsession de toujours faire quelque chose qui puisse être d'abord public, rien faire qui ne soit puisse être un jour public, même s'il y a des secrets qui doivent être gardés pendant un certain temps, et avoir toujours à côté de moi 2 enfants.
L'un, c'est celui que j'étais à 10 ans et qui avait des rêves, et je me demande ce qu'il penserait de moi. Et l'autre, c'est mes petits-enfants, qui auront mon âge en 2100 et dont l'avenir est au cœur de mon action. Et précisément, ce livre que vous avez écrit sur devenir soi-même, comment on devient soi-même, en fait? J'imagine que vous donnez des clés dans ce livre. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais peut-être que vous pourriez nous éclairer sur quelques éléments. Devenir soi, c'est un livre que j'ai écrit en 3 semaines, qui a eu un grand succès, comme souvent quand on fait les choses d'un coup de cœur. Bon, j'explique d'abord qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à devenir soi, qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'effort nécessaire et qui sont ceux que j'appelle les résignés réclamants, c'est-à-dire ceux qui sont résignés à pas changer le système, ni à changer leur vie, mais qui simplement réclament d'avoir une part plus grande d'un gâteau qui est fait en grande partie par d'autres, mais qui n'apporte rien d'original, par aliénation, plus que par faiblesse congénitale, bien sûr. Et je pense que personne ne devrait être résigné, ni personne ne devrait être réclamant, tout le monde devrait être en situation d'action. Alors, naturellement, on n'est pas tous dans la même situation de départ, et malgré tout, l'absence de moyens matériels ou d'une situation spécifique n'empêche pas quelqu'un d'appliquer les principes nécessaires pour devenir soi. Le premier principe, mais je ne vais pas les passer tous, il y en a 7, je crois, dans le livre. Le premier principe, c'est se respecter soi-même, c'est-à-dire se prendre au sérieux, considérer qu'on est important, qu'on mérite d'être considéré comme non anecdotique. Le deuxième, c'est de savoir que notre vie est très brève, extrêmement brève, et qu'il faut en faire tout l'essentiel. Le troisième, c'est de ne rien faire qui ne puisse être véritablement considéré comme utile et unique, et d'autres principes qui en découlent, qui font que on doit arriver à trouver sa place. Alors trouver sa place, c'est pas seulement une fois, on peut très bien sauver sa place plusieurs fois, on peut très bien avoir plusieurs places en même temps, c'est mon cas, mais en tout cas ne pas se laisser aliéner parce que la société décide pour vous, ou se résigner parce que on estime que la société n'a pas voulu de vous. C'est pour ça que je considère que les dons, ça n'existe pas, ni les dons de l'héritage. Je crois que ces héritages ne comptent pas. Je crois même aussi que l'héritage soi-disant intellectuel ne compte pas. Je crois que le QI est une escroquerie intellectuelle, ça ne dit rien. Ce qui compte, c'est évidemment ce qui apporte quelque chose, c'est l'environnement culturel, le fait d'apprendre à lire, par exemple, à soi-même, aux enfants autour, est un élément déterminant. C'est pas, mais d'apprendre à lire, pas seulement pour apprendre à lire, mais lire vraiment tout le temps. Une lecture curieuse, une lecture interrogative. Par exemple, quand un enfant rentre de l'école, il faut pas lui demander « Qu'est-ce que tu as appris ?» Il faut lui demander « Quelles questions tu as posées ?» L'important, c'est les questions qu'on pose, c'est pas ce qu'on apprend. Et en référence à ça, la seule qualité qui compte, qui est très difficile à développer, mais qui est fondamentale, c'est celle que j'appelle la niaque, qu'en anglais on appelle le grit, et qu'on peut appeler aussi la volonté, qui est déterminante. Par exemple, en musique, moi je suis nul, je n'ai pas l'oreille absolue, je suis extrêmement maladroit. 2 défauts qui normalement seraient considérés comme dérivants pour être chef d'orchestre. C'est pas vrai. Avec du travail, avec de la curiosité, de la passion, de l'amour, je dirige les plus grands orchestres du monde. Et je suis respecté des musiciens. Même si j'ai beaucoup d'humilité à l'égard de mon propre travail, évidemment par rapport aux grands chefs et aux immenses musiciens qui sont dans les orchestres pour lesquels je ne suis qu'un amateur. Mais c'était aussi une façon pour moi de montrer que rien n'est impossible si on veut vraiment le faire. C'est une question de volonté. Donc, devenir soi, c'est le vouloir, c'est ne pas se laisser abattre, c'est ne pas se résigner à de faux prétextes, c'est ne pas penser que la société est nécessairement contre vous et vous empêche de réussir, c'est considérer que rien ne doit vous empêcher d'agir. Vous parliez de la nécessité de rester connecté avec à la fois l'enfant qui est en soi, mais aussi les enfants qui représentent l'avenir.
on fait ça, en fait? Comment on reste en connexion avec l'enfant qui est à l'intérieur? C'est pas un enfant qui est à l'intérieur, il est à côté. Il faut se souvenir, essayez de vous souvenir de qui vous étiez à 12-13 ans et ce que vous aviez envie de faire de votre vie. Et toujours se demander si vous êtes conforme à ses rêves et à ses idéaux. D'accord. Il y avait une question de curiosité que j'avais vraiment envie de vous poser. Comment, malgré vos multiples responsabilités et engagements, vous avez réussi à maintenir cette énergie créative? Vous en parliez notamment dans le domaine de la musique, et cette soif qui vous caractérise de vous réinventer encore et encore. Je pense que c'est la curiosité. Je n'écris que sur des sujets que je ne connais pas, et c'est l'occasion d'apprendre. Je n'enseigne que sur des sujets que je connais pas, et c'est l'occasion d'apprendre avant d'enseigner, bien sûr. Et j'apprends aussi en enseignant. Mes meilleures idées me sont venues en parlant. D'ailleurs, j'enseigne sans notes. Je fais des conférences sans notes. Je dirige des orchestres sans partition. Je connais par cœur, parce qu'à la différence d'une conférence où on peut improviser, on peut pas improviser quand on dirige un orchestre. Mais j'ai toujours pensé que le dépassement de soi, en particulier diriger un orchestre sans partition, c'est le dépassement de soi. Le fait d'aller se poser des questions sur des sujets qu'on connaît pas, c'est vraiment très très enrichissant. Et j'ai l'impression de n'être moi-même que dans cette exploration permanente de l'histoire humaine, qui est tellement immense que j'en aurais exploré qu'un millionième. Et pour ceux qui nous écoutent, qui n'auraient peut-être pas la même facilité que vous d'aller face à l'inconnu, et finalement d'être quand même confortable par rapport à cet inconnu, et donc combattre peut-être Je vous contredis, qui n'aurait pas la même facilité, tout le monde là. Oui, mais vous connaissez ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous empêche parfois de progresser. Donc, je l'ai aussi. Comment le combattre? Je l'ai aussi, ce syndrome, sans cesse. Ouais. Quand je suis face à un orchestre, ouais. Il y a plusieurs musiciens qui, au début, me considèrent comme un imposteur. J'ai le syndrome de l'imposteur. Quand j'écris un livre, celui que je viens de publier sur l'histoire des villes, à l'égard des urbanistes qui ont passé leur vie à faire ça, des architectes, peuvent me considérer comme un imposteur. Quand j'ai écrit sur l'éducation, je suis pas un spécialiste. Il faut simplement penser que si on travaille, si on fait les choses honnêtement, si on essaye de mettre sa propre intelligence au travail. Or, plus on sait de choses, plus on peut inventer des choses nouvelles. Parce que les choses nouvelles ne sont que la mise en relation de deux choses complètement différentes. Et si vous connaissez deux choses très différentes, vous pouvez avoir le nouveau qui est le fait de les mettre en relation. Et donc, il n'y a pas que les spécialistes qui peuvent dire quelque chose d'utile dans un domaine. Il y a tous ceux qui savent assez dans d'autres domaines de pouvoir créer un pont qui les relie. Donc, le syndrome de l'imposteur est une des multiples formes de la procrastination, de la paresse, de la résignation, qui ne doit pas... Il faut l'avoir. C'est très important. C'est très très important. Faut pas qu'elle soit inhibante. C'est une condition de l'humilité nécessaire. Mais il faut pas que ce soit inhibant. Pour revenir sur votre chemin, Jacques, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que votre chemin, il a été évident? Vous avez décidé de votre chemin, ou est-ce que le chemin s'est formé avec vous, en même temps que vous? J'ai eu beaucoup de chance, sans doute, mais mon chemin, je l'ai décidé très jeune. Je voulais être un grand intellectuel de gauche, utile en politique à l'échelle mondiale. Ça, c'était mon ambition à 18 ans. Jusqu'à 17 ans, je voulais être médecin. Mais j'avais cette ambition d'être un grand intellectuel de gauche, travaillant à l'échelle mondiale, faisant à la fois de l'action politique. Et même si je n'avais pas de relation particulière, je viens d'une famille de la petite bourgeoisie juive algérienne, obsédée par la culture, par l'éducation, mais sans relation. Nous sommes arrivés à Paris, on connaissait absolument personne, vraiment personne. Au sens physique de personne, je dis pas des personnalités, mais personne. Et je me retrouve à 30 ans diriger la campagne du dirigeant de la gauche, la campagne du chef de l'opposition. Après avoir fait des études qui sont ouvertes à moi parce que j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup de travail. Je suis pas sorti major de l'X par l'opération du Saint-Esprit. C'était énormément de travail. Et ensuite, j'ai écrit mes premiers articles. J'ai publié mes premiers livres, j'ai pris ces initiatives-là,
très audacieusement d'ailleurs, mais tout ça était et est encore possible. On le voit, il y a des jeunes aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont la même niaque que moi et qui le font. Certains sont plus sérieux, plus profonds que d'autres, mais il y en a beaucoup de très haut niveau. Donc je travaille à cela et j'ai le sentiment que ce n'est pas hors de portée. Et pour ma part, j'avais toujours cette ambition. Il se trouve que les circonstances ont fait que j'ai rencontré François Mitterrand. Et c'est moi qui ai souhaité. Je l'ai rencontré, j'ai croisé dans un restaurant et j'ai été l'aborder. Et ensuite, je l'ai retrouvé dans d'autres circonstances, un peu de hasard, mais j'ai vraiment forcé les portes. Alors, j'ai pas demandé à diriger sa campagne. C'est lui qui l'a annoncé sans me demander mon avis. Mais j'avais quand même relativement forcé les portes. Si on veut, on peut. Ouais. Donc un rappel d'essayer d'oser en permanence. Oser en permanence, mais oser légitimement. Oser de façon illégitime, c'est intolérable. Oser légitimement. Qu'est-ce que ça veut dire, oser légitimement? C'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé, quoi. Ouais. J'ai été professeur avec Polytechnique à partir de 68, j'avais 25 ans. Il faut être légitime, quand même. Je le rappelais dans votre parcours, vous avez aussi subi des moments de doute et d'incertitude. Est-ce que vous pourriez partager avec nous la manière dont vous les avez adressés, ces moments de doute ou d'incertitude dans votre chemin de transformation? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je rappellerai simplement qu'un jour où j'avais vraiment des doutes, et je me trouvais vraiment remettant en cause moi-même, quelqu'un qui m'était très proche m'a dit une phrase qui était absolument déterminante. Vous avez droit à 24 heures de découragement. Et ça, cette phrase m'accompagne encore. Ouais, je sais pas, c'est pas 24 heures tous les jours, mais de temps en temps. De temps en temps. D'accord. Quand donc, on est confronté à un grave injustice ou échec, faut tourner la page. Ouais. Faut avancer. Et comment vous trouvez la ressource justement de tourner la page, avancer Heureusement, dans ma vie, j'ai pas eu souvent à le faire. J'ai dû avoir à le faire 2 fois. Bon, c'est pas insupportable. Est-ce que vous en parliez des rencontres, mais est-ce que sur votre chemin, il y a eu des rencontres qui ont été déterminantes, mais aussi peut-être des rituels, des habitudes, des influences que vous avez mis en place, qui vous ont accompagné sur votre chemin et sur votre transformation? Des rencontres déterminantes, oui, bien sûr, il y en a eu plein. En termes de réflexion intellectuelle, je dirais beaucoup. Fernand Braudel, Michel Serres, le professeur Arrow à Stanford. Je pourrais citer 10 noms qui ont été déterminants, que j'ai rencontrés, qui sont devenus des amis, avec qui j'ai travaillé. En termes politiques, évidemment, François Mitterrand et quelques autres grands leaders du monde que j'ai pu rencontrer, mais aucun d'entre eux n'a eu l'influence sur moi qu'a eu François Mitterrand. Et puis, ces rencontres, on les sollicite. Dans un de mes romans, j'ai décrit le processus de création littéraire. Quand on écrit un essai, on travaille, on accumule des données, c'est très sérieux et très factuel autour d'une idée. On écrit un roman, on fonctionne comme un aimant. Tout ce qui est autour de vous vient nourrir le roman. Et vous y pensez pas à l'avance, mais vous voyez que des choses viennent. Dans la vie, c'est pareil. Si on a une vraie volonté de quelque chose, tout vient nourrir. Tout vient nourrir l'inspiration, tout vient nourrir le combat, tout vient nourrir la bataille, tout vient nourrir la stratégie. Si on est à la fois tendu vers un but créatif et disponible, pas être autiste sur sa création propre, alors tout devient... D'accord. On est un aspirateur. C'est ça, parce que on se rend plus disponible à cet univers, ou est-ce que c'est l'univers aussi qui concourt à... Je ne saurais dire, c'est très mystérieux. On est à la fois disponible et on est nourri. Quel conseil Jacques, vous donneriez à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation? Vous avez beaucoup cheminé vous-même, mais pour quelqu'un qui en serait plus au début du chemin? D'abord, être honnête avec soi-même. Ne jamais se mentir à soi-même. Quand je dis se respecter, ça passe par ça. Ne pas se mentir à soi-même. Si on n'est pas bon, on n'est pas bon. Donc on s'améliore. Ne jamais croire que. Ne pas être mythomane.
Ne pas se mentir à soi-même, ça c'est la clé de tout. Ce qui en découle, c'est travailler beaucoup. Sans travail, rien. Quand un jeune me demande des conseils, en un mot, quand tu me dis un seul mot, je lui dis travailler. Étudier. Ne considérez pas que tout est acquis, ne considérez pas que une réussite superficielle réglera les choses. Travaillez. Choisissez un domaine, ou plusieurs, mais travaillez. Donc le conseil que je donnerais d'abord, c'est de travailler. Le deuxième, c'est, qui n'est pas dans l'ordre, c'est ayez des valeurs qui vous font respecter vous-même et le reste de la société. Pensez que vous réussirez jamais seul, que vous avez besoin de partenaires, que vous avez besoin de mentors, que vous avez besoin d'alliés, que vous avez besoin de savoir à qui vous êtes utile, et que toute réussite est d'abord une réussite collective. Par les gens qui vous ont aidé, par les gens pour qui vous allez apporter quelque chose. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Jacques, à quoi ressemble la suite du chemin pour vous? Est-ce que vous l'avez imaginé? Je sais que vous fourmillez de projets et que... Oui, j'ai encore... si on n'a pas 20 ans de projet, on meurt. Donc j'ai 20 ans de projet. Vous pouvez nous en dévoiler quelques-uns qu'on connaîtrait pas? J'ai plusieurs livres en chantier, bien sûr. Je viens de publier un livre, mais j'en ai beaucoup en chantier. J'ai l'idée... On travaille actuellement avec un grand artiste à un spectacle musical et chorégraphique autour de mon travail. C'est un très grand artiste et je travaille aussi à une pièce de théâtre nouvelle. J'adore écrire pour le théâtre, mais je travaille à une nouvelle pièce de théâtre qui est une pièce qui a été écrite à partir d'un de mes romans. Il y a un projet très important pour moi, j'espère qu'il va pouvoir avancer. C'est un projet de cinéma. On va voir, tout ça sont des projets... Une fiction? Oui, une fiction. D'accord. On a hâte de voir ça. Justement, quelle est votre actualité? Est-ce que, avant qu'on referme la page de cette conversation, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez partager avec nous? Je viens de publier un livre qui s'appelle « L'histoire et avenir des villes », qui est un sujet très important pour moi, parce que je crois que 80% de l'humanité vivra en ville, et si on ne fait pas en sorte que les villes deviennent vivables, ce sera l'enfer pour tous. Et donc, j'attache grande importance à cette réflexion et à ce livre sur l'avenir des villes. D'accord. Et qu'est-ce qui fonde en fait votre intérêt sur les villes? 80% de l'humanité va y vivre, donc il est essentiel de s'y intéresser. On arrive au terme de notre conversation. Jacques, merci infiniment d'y avoir consacré ce temps. Néanmoins, il y a un petit rituel avant qu'on ne se quitte, c'est de vous soumettre un exercice que j'appelle les questions mitraillettes. Donc l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous écoute. Alors, quel est le livre que vous lisez en ce moment? En ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Survivre », le jeune historien qui s'appelle Fao, sur la vie quotidienne pendant les guerres de religion. Formidable livre. Est-ce qu'il y a une musique que vous écoutez en boucle en ce moment? J'écoute souvent le second mouvement du concerto en sol de Ravel, mais demain matin, je vous dirai autre chose. Quelle est la personne qui vous inspire le plus? Ça dépend, si c'est en musique, si c'est en littérature, si c'est en politique. En ce moment? Non, il n'y a pas de en ce moment. La réponse unique est toujours une mauvaise réponse. C'est une bonne réponse. Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit? J'aurais voulu être médecin, mais j'ai renoncé à être médecin parce que je me suis dit, si je suis médecin, je n'aurai qu'une seule vie. Comment commencez-vous votre journée? Alors, je commence ma journée par de la gym, un peu de méditation et une tasse de thé. Quel talent aimeriez-vous avoir? Dessiner. Je ne sais pas dessiner. Quelle est votre plus grande force? Savoir que je n'en ai pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie? La curiosité. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu? Sois toi-même. Quel est votre remède contre le stress? Le rire. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous aviez 20 ans? Que le monde allait être tragique. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? La lenteur. Qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir? La jeunesse, qui est formidable. Et le progrès technique. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme d'un écrivain. Quel est le plus beau chemin que vous ayez jamais emprunté? Celui d'un labyrinthe au Japon. Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Empêcher le réchauffement climatique. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que vous étiez à 10 ans? Sois très exigeant avec toi-même.
quelle est votre question préférée? Pourquoi? Et enfin, qui aimeriez-vous entendre à ce micro pour le prochain épisode? Une femme. Il y a tellement de femmes formidables. D'accord, vous n'en avez pas une en tête? Lucie Bache, par exemple, qui est une fille remarquable. D'accord, merci infiniment. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Jacques Attali. Premièrement, pour avancer sur nos chemins, tâchons de nous concentrer moins sur ce que nous avons appris et plus sur les questions qu'il nous reste à poser, car c'est là que réside la véritable valeur. Deuxièmement, pour devenir nous-mêmes, ayons en tête quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, se respecter soi-même. Ensuite, se rappeler sans cesse que la vie est brève. Et enfin, s'efforcer de ne jamais rien faire qui soit à la fois utile et unique. Troisièmement, pour inventer et se transformer, ne cessons jamais d'apprendre. Plus nous savons et plus nous pouvons inventer. Les choses nouvelles naissent de la mise en relation de deux idées différentes. Quatrièmement, apprenons à reconnaître et surmonter le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome est souvent une forme de procrastination ou de résignation. Avec du travail, de la curiosité, de la passion et de l'amour, il est en notre pouvoir d'atteindre tout ce que nous désirons profondément. Cinquièmement, lorsque nous en éprouvons le besoin, accordons-nous le droit à 24 heures de découragement. Prenons ce temps pour ressentir, réfléchir et rebondir avec plus de force et de détermination. Et enfin, soyons toujours honnêtes avec nous-mêmes. Ne nous mentons jamais, car la sincérité envers soi est la clé pour cheminer authentiquement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.